Il y a quelqu'un à qui tu penses en ce moment. Quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, ou quelqu'un que tu vois tous les jours, mais à qui tu ne dis plus les vraies choses. Tu penses à cette personne et tu ressens un mélange bizarre de manque et de lâcheté, parce que rien ne t'empêche de décrocher ton téléphone et de l'appeler, rien sauf toi. Et t'es là ce soir, en train d'écouter un type parler de Sénèque, pas par hasard, parce que quelque chose coince dans ta vie et t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Pas un drame, pas une catastrophe, juste cette sensation que les jours se ressemblent tous un peu trop, que t'avances sans avancer, que t'es occupé du matin au soir et qu'au bout du compte, rien ne bouge vraiment. Sénèque est mort en se vidant de son sang dans une baignoire, condamné par Néron, l'empereur qui l'avait élevé comme un fils. Ces dernières heures, il les a passées à dicter des lettres, pas des supplications, pas de la colère, de la philosophie. Pendant qu'il mourait, il enseignait encore. Ce soir, je voudrais revenir sur 10 vérités qu'il a écrites et qui résonnent étrangement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Des choses simples en apparence, mais qui touchent à quelque chose de profond dans la façon dont on traverse nos journées. La première. On se dit souvent qu'on est débordé, qu'on manque de temps, que les journées sont trop courtes. Sénèque voyait ça autrement. Pour lui, on n'est pas débordé, on est dispersé. Et il y a une différence énorme entre les deux. Quelqu'un de débordé, c'est quelqu'un qui a trop de choses importantes à faire. Ça existe, mais c'est rare. Ce que la plupart d'entre nous vivent, c'est autre chose. Tu as 20 onglets ouverts dans ta tête en permanence. Le message auquel tu n'as pas répondu, le rendez-vous que tu dois prendre. Cette conversation que tu repousses, peut-être avec cette personne à qui tu pensais il y a 30 secondes. Le ménage, les courses, ce dossier administratif. Et au milieu de tout ça, perdu quelque part tout en bas de la liste, il y a ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Ton cerveau est un réalisateur de génie. Il produit des longs métrages complets avec des dialogues, des rebondissements, de la musique dramatique, sauf que tous les films sont des catastrophes. La dispute que tu vas avoir avec ton patron, le message que cette personne va t'envoyer et qui va tout détruire, la maladie que tu as peut-être, l'accident qui pourrait arriver. Sénèque avait un mot pour ça. Il disait qu'on est des esclaves volontaires de choses qui n'existent pas encore et qui n'existeront probablement jamais. Mais le plus vicieux, c'est pas les grandes peurs, c'est les petites. Les microfilms de 30 secondes que ton cerveau tourne en boucle sans que tu t'en rendes compte. Tu envoies un message, la personne ne répond pas dans l'heure, et c'est parti. Ton cerveau lance la production. Elle m'ignore. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Elle en a marre de moi. Casting complet, décor planté, dialogue écrit, et toi tu souffres vraiment, physiquement, la boule dans le ventre, le cœur qui accélère. Pendant ce temps, la personne est sous la douche ou en train de conduire, et elle n'a même pas vu ton message. Tu vis 2 vies en parallèle, ta vie réelle, qui est généralement supportable, et la vie que ton cerveau invente, qui est un enfer permanent. Et tu passes plus de temps dans la deuxième que dans la première. La question c'est pas comment arrêter de penser. Tu peux pas. La question c'est à quel moment tu as décidé de croire tout ce que ton cerveau te raconte. Tu ne crois pas tout ce que tu lis sur Internet, mais tu crois absolument tout ce que ton propre esprit fabrique. C'est absurde quand tu y réfléchis. Troisième vérité. Ta souffrance est devenue ton appartement. Celle-là, tu vas pas l'aimer. Il y a des gens qui souffrent et qui cherchent la sortie. Et il y a des gens qui souffrent et qui ont aménagé. Ils ont mis des meubles, accroché des cadres au mur. Ils connaissent chaque pièce par cœur. Leur souffrance est devenue un lieu de vie. Pas parce qu'ils aiment souffrir, parce que c'est le seul endroit qu'ils connaissent. Écoute comment tu te présentes, même dans ta propre tête. Je suis quelqu'un d'anxieux. Je suis quelqu'un qui a du mal en relation. J'ai toujours été comme ça. Ce ne sont pas des descriptions, ce sont des adresses. C'est là que tu habites. Et tu défends cet appartement comme si c'était le tien, parce que c'est le tien. Tu l'as construit brique par brique pendant des années. Sénèque voyait ça chez les Romains de son époque et ça le rendait fou. Il écrivait « Les gens trouvent un certain plaisir dans la tristesse et le deuil, et la douleur elle-même a des voluptés. Le plaisir de la souffrance, c'est pas du masochisme, c'est de la familiarité. C'est le confort tordu de savoir exactement ce qui va se passer. Si tu souffres, au moins tu sais où tu en es. Si tu guéris, tu entres dans un territoire inconnu. Et l'inconnu fait plus peur que la douleur. Le signe que tu as aménagé dans ta souffrance, c'est quand quelqu'un te propose une solution et que ta première réaction, c'est d'expliquer pourquoi ça ne marchera pas.
pas d'essayer, d'expliquer pourquoi non. Parce que si ça marche, tu perds ton appartement, tu perds l'excuse, tu perds l'identité. Et là, tu te retrouves debout dans un espace vide, sans plus savoir qui tu es si tu n'es pas la personne qui souffre. 4. Le test du téléphone qui sonne. Tu te souviens de cette personne à qui tu pensais au début. Peut-être que c'est quelqu'un qui te manque, ou peut-être que c'est quelqu'un que tu n'arrives pas à quitter. Sénèque écrivait à son ami Lucilius, « Fréquente les gens qui peuvent te rendre meilleur et accueille ceux que tu peux toi-même rendre meilleur. » Mais je vais te donner un test plus simple que toute la philosophie du monde. Quand ton téléphone vibre et que tu vois le nom de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Pas dans ta tête, dans ton corps. Est-ce que tes épaules se détendent ou est-ce qu'elles se contractent? Est-ce que tu souris ou est-ce que tu souffles? Est-ce que tu décroches ou est-ce que tu regardes l'écran sonner en attendant que ça s'arrête? Ton corps ne ment jamais. Ta tête te dit c'est mon ami, c'est ma famille, c'est important. Ton corps te dit cette personne me vide. Et tu écoutes ta tête parce que la vérité du corps est trop compliquée à gérer. Il y a des gens dans ta vie qui fonctionnent comme des fuites d'eau. Pas un dégât des eaux visibles, pas une catastrophe. Juste un goutte à goutte constant qui bouffe ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Et au bout de 6 mois, 1 an, tu te demandes pourquoi t'es épuisé, alors que ta vie devrait aller bien sur le papier. C'est parce que t'as 3 fuites d'eau que tu refuses de réparer, parce que réparer voudrait dire couper l'arrivée. Et couper l'arrivée, c'est être seul. Et être seul, ça fait peur. Sauf que tu es déjà seul. Tu es seul au milieu de gens qui ne te voient pas. Et c'est la pire forme de solitude qui existe. Au moins quand tu es seul pour de vrai, tu as une chance de t'entendre. 5. L'arnaque de la productivité. Celle-là, Sénèque l'aurait adorée parce qu'elle n'a pas changé en 2000 ans. À son époque, c'étaient les sénateurs romains qui couraient de banquet en réunion en tribunal du matin au soir, en se croyant importants. Aujourd'hui, c'est toi avec tes notifications, tes to-do list, tes applis de productivité, et cette conviction secrète que si ton agenda est plein, alors ta vie a du sens. Sénèque regardait ces gens s'agiter, et il disait « Ne confonds pas être occupé avec être vivant. Être occupé est la forme la plus paresseuse d'activité, parce qu'elle te permet de ne jamais t'arrêter, pour te demander si ce que tu fais a le moindre sens. Imagine un hamster dans sa roue. Il court, il transpire. Ses petites pattes tournent à toute vitesse. Si tu lui demandais, il te dirait qu'il est très occupé, qu'il n'a pas le temps de discuter, qu'il a beaucoup de choses à faire. Mais il n'avance pas. Il est exactement au même endroit qu'il y a 1 heure. C'est toi le dimanche soir quand tu regardes ta semaine et que tu réalises que malgré 50 heures de travail, 12 réunions, 200 messages, et une liste de tâches cochées, rien n'a bougé dans ta vie, rien de profond, rien qui compte dans 1 an. Tu as transpiré, tu es fatigué, mais t'as pas avancé. Le vrai signe que tu es dans la roue du hamster, c'est quand tu as peur des moments vides, quand le silence te rend nerveux, quand 5 minutes sans rien faire te donnent envie de prendre ton téléphone. Parce que dans le silence, la question revient, celle que tout le bruit est censé couvrir. Est-ce que ce que je fais de ma vie me ressemble? 6. La comédie du regard des autres. Je vais te raconter quelque chose. Il y a une expérience en psychologie qu'on appelle l'effet projecteur. Les chercheurs ont demandé à des étudiants de porter un t-shirt embarrassant et de marcher dans une salle pleine de monde. Ensuite, ils leur ont demandé combien de personnes avaient remarqué le t-shirt. Les étudiants étaient convaincus que la moitié de la salle les avait vus. En réalité, presque personne ne l'avait remarqué. Toi, tu vis avec un t-shirt embarrassant invisible. Tu es convaincu que tout le monde le voit, que tout le monde analyse tes choix, tes mots, ta démarche, ta vie, que quelque part il existe un jury permanent qui évalue chacun de tes mouvements et qui décide si tu es suffisant ou pas. Ce jury n'existe pas. Mais il est tellement réel dans ta tête que tu ajustes toute ta vie en fonction de ces verdicts imaginaires. Tu ne dis pas ce que tu penses vraiment. Tu ne fais pas ce que tu veux vraiment. Tu ne vis pas comme tu vivrais si personne ne regardait. Et personne ne regarde. C'est le plus drôle. Tu joues un spectacle pour une salle vide. Sénèque avait cette phrase magnifique. Ce n'est pas que les choses sont difficiles et que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu crois que c'est dur de vivre selon tes propres termes. En réalité, c'est juste que tu n'as jamais essayé parce que tu attends l'approbation d'un public qui n'existe pas. Tu te souviens de cette chose que tu as dite il y a des mois, cette phrase un peu bizarre, en soirée ou au travail, et tu y repenses encore régulièrement.
Tu te repasses la scène, tu corriges les mots, tu imagines ce que t'aurais dû dire. La personne en face, celle devant qui t'as sorti cette phrase, elle s'en souvient pas. Pas parce qu'elle s'en fout de toi, parce que pour elle, c'était un jeudi normal. Elle était en train de penser à ses propres maladresses. On est 7 milliards de personnes sur cette planète, toutes en train de s'inquiéter de ce que les autres pensent d'elles, et aucune n'a le temps de penser aux autres. C'est la plus grande comédie de l'humanité. 7. La maladie du quand. C'est la maladie la plus répandue du monde et aucun médecin ne la diagnostique. Et c'est probablement celle qui t'empêche de faire cette chose à laquelle tu pensais il y a quelques minutes. Ce changement, ce projet, cette décision. Quand j'aurai assez d'argent, quand les enfants seront grands, quand j'aurai changé de boulot, quand je serai prêt, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai trouvé la bonne personne, quand les choses se calmeront. Sénèque a résumé tout ça en 8 mots. Pendant que tu remets à demain, la vie passe. Mais laisse-moi te montrer pourquoi c'est une maladie, et pas juste de la procrastination. La procrastination, c'est remettre une tâche à plus tard. La maladie du quand, c'est remettre ta vie à plus tard. C'est pas un rapport que tu décales à vendredi. C'est toi, ton existence entière, que tu mets en pause en attendant des conditions qui ne viendront jamais exactement comme tu les imagines. Et le piège, c'est que le quand a l'air tellement raisonnable. C'est pas de la paresse, c'est de la prudence. C'est pas de la peur, c'est de la sagesse. C'est pas de la lâcheté, c'est du réalisme. Ton cerveau emballe la peur dans du papier cadeau intelligent et tu ne vois même pas que c'est de la peur. Le pire, c'est que quand le quand arrive enfin, quand tu as l'argent, quand les enfants sont grands, quand tu as changé de boulot, tu sais ce qui se passe. Un nouveau quand apparaît, comme par magie. Parce que le quand n'a jamais été une condition réelle. C'est un mécanisme. C'est ta façon de ne jamais avoir à sauter. Et pendant ce temps, pendant que tu attends le bon moment, les gens autour de toi vivent. Ils se plantent, ils se relèvent, ils avancent, ils font des erreurs, ils apprennent, ils sont vivants. Et toi, tu es debout sur le bord de la piscine depuis des années, à tâter l'eau du pied en te disant qu'elle est un peu froide. L'eau sera toujours un peu froide. 8. Le piège du « je le mérite ». Celle-là va te surprendre parce qu'elle va dans le sens inverse de ce que tu entends partout. Tout le monde te dit que tu mérites le bonheur, que tu mérites l'amour, que tu mérites la réussite. Et c'est vrai. Mais Sénèque, lui, il retournait la question. Il disait, la vraie richesse, ce n'est pas avoir beaucoup, c'est avoir besoin de peu. Le problème, c'est pas que tu ne mérites pas les bonnes choses. Le problème, c'est que tu crois que les bonnes choses sont ailleurs. Dans un autre travail, dans un autre corps, dans une autre relation, dans un autre compte en banque, dans une autre vie. Tu cours après quelque chose. Tu l'obtiens. Pendant 2 jours, t'es bien, t'es léger. Tu te dis, ça y est, c'est ça qu'il me fallait. Et puis le mardi suivant, t'es exactement au même endroit qu'avant. Même vide, même bruit dans la tête. Sauf que maintenant, t'as une chose de plus et un espoir de moins. Alors tu te fixes un nouvel objectif, plus grand, plus loin, et tu recommences à courir. C'est un tapis roulant. Tu cours de plus en plus vite et le paysage ne change jamais parce que le problème n'est pas dehors. Il est dedans. C'est pas ta vie qui manque de quelque chose. C'est ton regard sur ta vie qui cherche toujours ce qui manque au lieu de voir ce qui est là. Je ne dis pas de ne plus rien vouloir. Je dis d'arrêter de conditionner ta paix à l'obtention de la prochaine chose. Parce que la paix qui dépend de quelque chose n'est pas la paix. C'est de la négociation. Et tu négocies avec la vie depuis des années et elle ne signe jamais le contrat. 9. Le syndrome du pompier. Tu sais ce que c'est un pompier. Quelqu'un qui éteint les feux des autres. Toi, c'est pareil. Sauf que tu le fais tous les jours et personne ne te donne de médaille. Cette personne à qui tu pensais tout à l'heure, celle du début, peut-être que le vrai problème, c'est pas que tu ne l'appelles pas. C'est que tu passes tellement de temps à répondre aux appels des autres qu'il te reste plus rien pour les gens qui comptent. Ton ami a un problème, tu mets le tien de côté. Ton collègue a besoin d'aide, tu restes 1 heure de plus. Ton partenaire a une mauvaise journée, tu fais semblant que la tienne allait bien. Sénèque posait une question terrible. Tu ne donnerais à personne ton argent si facilement. Alors pourquoi donnes-tu si librement tes heures, tes jours, ta vie? Tu sais pourquoi tu le fais. C'est pas par bonté. Enfin, pas seulement. C'est parce que s'occuper des autres, c'est la planque parfaite pour ne pas s'occuper de toi. C'est noble, c'est admirable. Tout le monde te dit que t'es quelqu'un de bien, que t'es toujours là pour les autres, que t'es fiable, que t'es solide. Et toi, tu souris parce que personne ne voit que derrière le pompier, il y a une maison en flammes. La tienne. Il y a un moment, et peut-être que c'est maintenant, où il faut que tu te poses la question la plus égoïste et la plus nécessaire de ta vie. Qui s'occupe de moi pendant que je m'occupe de tout le monde? Et si la réponse c'est personne,
alors c'est peut-être pas les autres le problème. C'est peut-être que t'as jamais appris que tes besoins avaient le droit d'exister, que ta fatigue avait le droit d'être dite, que ton non avait le droit d'être prononcé sans explication ni culpabilité. La prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose et que ton corps dit non mais que ta bouche dit oui, arrête-toi une seconde, juste une seconde, et demande-toi, si je me traitais comme je traite les gens que j'aime, est-ce que je me demanderais ça en ce moment? Si t'as reconnu le pompier en toi, dis-le en commentaire. Un mot suffit. 10. Tu sais, c'est la dernière et c'est la seule qui compte vraiment. Tout ce que je viens de te dire ce soir, tu le savais déjà. Chaque mot, chaque vérité. Tu savais que tu étais dispersé. Tu savais que ton cerveau te ment. Tu savais que tu avais aménagé dans ta souffrance. Tu savais pour les mauvaises personnes, pour la fausse productivité, pour le regard des autres, pour le camp, pour la course aux choses, pour le syndrome du pompier. Tu savais tout ça. Alors pourquoi t'es là? T'es là parce que savoir et faire, c'est pas la même chose. C'est même pas le même sport. Et l'écart entre les deux, cet espace entre « je sais ce que je devrais faire et je le fais », c'est là que ta vie se perd. Pas dans l'ignorance, dans l'inaction. Sénèque le savait mieux que personne. Lui qui avait écrit les plus belles pages sur la vertu et le détachement possédait une fortune colossale et servait un tyran. Il connaissait cet écart. Il vivait dedans. Et c'est peut-être pour ça que ces mots sonnent aussi vrais. Ce n'est pas un sage sur une montagne qui te fait la leçon. C'est un homme pétri de contradictions qui se battait avec les mêmes faiblesses que toi et qui a eu l'honnêteté de les écrire. Et quand Néron lui a ordonné de mourir, quand il s'est ouvert les veines dans cette baignoire, ces derniers mots n'étaient pas des regrets, c'étaient des leçons. Pour des gens qu'il ne connaîtraient jamais. Pour toi peut-être, 2000 ans plus tard, assis dans ta chambre, en train d'écouter sa voix à travers la mienne. Ce soir, je ne vais pas te dire de tout changer. Changer ça prend du temps, c'est sale, c'est pas linéaire. Et quiconque te dit le contraire te vend quelque chose. Ce que je vais te demander, c'est un seul geste. Un seul. Parmi ces 10 vérités, il y en a une qui t'a fait plus mal que les autres. Pas celle qui t'a fait hocher la tête, celle qui t'a piqué. Celle où t'as senti quelque chose bouger dans ta poitrine. Celle que tu voudrais oublier parce qu'elle te ressemble trop. Prends celle-là. Et demain, fais un geste qui prouve que tu l'as entendu. Pas un grand geste. Pas une révolution. Dis non une fois. Éteins ton téléphone 1 heure. Laisse le silence exister sans le remplir. Aie cette conversation que tu repousses depuis des semaines. Prends 5 minutes pour toi avant de t'occuper de tout le monde. Et si t'as le courage, écris en commentaire quelle vérité c'était. Juste le numéro, rien d'autre. Tu verras que des centaines de personnes ont écrit le même. C'est tout, c'est rien, et c'est tout. Mais je vais te dire un dernier secret. Le fait que tu sois encore là, que tu aies écouté jusqu'ici, que tu n'aies pas zappé, c'est déjà le début, pas la fin. Le début. Parce que la première étape, c'est pas d'agir. La première étape, c'est de ne plus pouvoir faire semblant que tu ne sais pas. Et ça, c'est fait. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus te rendormir aussi profondément qu'avant. Quelque chose a bougé, même légèrement. Et ce genre de choses ne se remet pas en place. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tout ce qui te sépare de la vie que tu veux, c'est pas du temps, c'est pas de l'argent, c'est pas de la chance. C'est une décision, une seule, celle de commencer. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux, avant de prendre ton téléphone, avant de laisser le monde rentrer, tu auras 3 secondes. 3 secondes où tu es juste toi, sans le bruit, sans les rôles, sans les habitudes. 3 secondes pour choisir. Est-ce que je refais la même journée? Ou est-ce que je commence? Choisis bien. Si tu veux qu'on continue à creuser ensemble, abonne-toi. On se retrouve très vite. Prends soin de toi.